Alors, voilà, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Donc, je vais vous demander à tous de couper vos micros, sauf si vous avez une question à poser. Donc, de n'allumer vos micros en fait que pour poser des questions. Monsieur, j'ai une question dans ce cas. Allez-y. C'est juste pour savoir, est-ce que le cours d'aujourd'hui tombera sur le tombera au QCM ou bien… Ah non, 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 non. D'accord, merci. Non, non, non. Non, non. Comme je l'avais dit dans le mail, hein, le QCM va porter donc, sur le dernier cours de Monsieur Frey, qui était sur les planètes géantes et les satellites. Et puis, on va dire les 3 chapitres qu'on a vus ensemble hein, lors des 2 derniers cours, celui sur les distances dans l'univers, celui sur les étoiles et celui sur les galaxies. Donc, même la fin du cours hein, qu'on avait vu la dernière fois, que je vais reprendre en fait aujourd'hui, n'est pas dans le QCM, sur la cosmologie. Voilà, donc effectivement, donc aujourd'hui, on va commencer le cours là. Donc je vais reprendre le cours de la dernière fois sur la cosmologie jusqu'à 18h30. Alors peut-être on aura le temps de finir la cosmologie. À ce moment-là, on commencera le chapitre suivant sur l'exobiologie. Je vous expliquerai ce que c'est. Et puis donc à 18h30, on arrêtera. Et à ce moment-là, vous pourrez commencer le QCM que je vous mettrai à disposition sur Eprel. Ok, alors je vais partager donc mon écran. Hop. Je vais mettre ça en plein écran. Est-ce que certains d'entre vous ont pu regarder la vidéo que j'avais postée? Oui. Oui? Bon. Alors, j'ai remarqué notamment qu'à la fin de la vidéo de la dernière fois, je crois que, en fait, quand on a changé de cours et que j'ai commencé ce cours sur la cosmologie, je n'ai pas dû afficher, en fait, parce que en tout cas, ça n'apparaît pas sur la vidéo, les diapositives qui correspondaient au début du cours. Donc, du coup, je vais repartir, en fait, du début aujourd'hui pour ce cours-là. Okay. Donc là, vous le voyez bien, hein, le cours. Oui, on le voit. Ok, très bien. Alors, donc on commence par quelques définitions de la cosmologie. La cosmologie, donc, c'est une branche de la physique, alors de l'astrophysique en fait, mais qui fait appel à tout un tas de notions de la physique, et notamment la physique développée par Einstein au début du siècle dernier, qu'on appelle la relativité générale. Donc, on va revoir ça. En fait, la cosmologie, c'est étudier l'univers dans son ensemble, c'est-à-dire, a priori, tout ce qui existe, en tant que système physique. Et donc, on va regarder l'univers comme un ensemble, comme un système, et on va essayer de le décrire, c'est-à-dire qu'on va regarder qu'est-ce qu'on peut dire de son histoire, de comment il a pu évoluer, éventuellement de quelle est sa structure dans son ensemble, et puis éventuellement aussi, comme on étudie son évolution, quel va être son futur, quoi. Quel va être le futur de notre univers? Quel a été son passé? Quel est son présent? Ça, on le sait, on est dedans.
et quel pourrait être son futur. Alors, pour décrire ça, donc, on a développé des modèles. On peut imaginer tout un tas de modèles, hein, de par, je ne sais pas, moi, par exemple, un univers qui serait statique, qui aurait toujours existé tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'on peut le voir aujourd'hui, ou bien un univers qui serait plus un univers dynamique, qui serait en évolution, qui aurait évolué au cours du temps, donc qui aurait pu être différent dans le passé de ce qu'il est aujourd'hui. Donc, pour décrire ça, le modèle aujourd'hui, hein, qui est le plus, et sur lequel je vais revenir bien sûr largement, qui est le plus reconnu, utilisé, c'est ce qu'on appelle le modèle du Big Bang. Donc, on verra pourquoi on appelle ça le modèle du Big Bang, mais on va voir que cet univers, finalement, si on remonte dans le passé, cet univers était certainement beaucoup plus dense et chaud. Et puis qu'il s'est passé quelque chose dans cet univers qui a fait qu'à partir d'un certain moment, il a commencé à évoluer. Et nous, on peut observer en fait aujourd'hui cette évolution primitive de l'univers. Et donc, c'est comme s'il y avait eu en fait au début quelque chose qui avait déclenché une expansion de l'univers et donc son refroidissement. Et ce qu'on observe, nous, en fait, c'est cette expansion de l'univers. Je vais y revenir, comment on observe ça. Mais en tout cas, de ce fait-là, on peut imaginer cela comme une espèce, ou en tout cas les premiers qui ont développé donc, ce modèle d'univers en expansion, sont partis bien sûr de cette observation qu'on avait au départ certainement un univers beaucoup plus dense et chaud qui s'est au cours du temps refroidi. Et donc ça fait penser un petit peu à une explosion initiale. C'est pour ça qu'on a appelé ça le modèle du Big Bang. Alors souvent, on va employer ce terme de Big Bang un peu à tort, dans le sens où il est souvent utilisé pour décrire les premières phases de l'univers, justement quand cet univers était chaud et dense, et où il a eu une expansion. Cet univers chaud et dense était il y a 13,7 milliards d'années exactement. On connaît maintenant l'âge de l'univers assez précisément. Hein. Alors, plus que l'âge de l'univers, en fait, l'âge de début de l'évolution de l'univers, c'est-à-dire le début de l'expansion de l'univers. Mais au-delà de ça, il y a un moment où les modèles physiques, en fait, ne peuvent pas décrire, au-delà d'une certaine limite, cet univers. Et donc, on ne peut pas dire des choses sur ce qu'il y a pu y avoir avant cette expansion. Et du coup, ça peut créer une certaine confusion d'associer finalement le terme de Big Bang à cette première phase de l'univers. En fait, le Big Bang, c'est vraiment ce modèle qui décrit l'expansion de l'univers et qui, à partir de l'observation de cette expansion et d'autres paramètres, permet de dire des choses sur justement cette évolution de l'univers au cours du temps. Et donc, du coup, d'essayer de prédire à l'aide d'un modèle comment cet univers a évolué et comment il pourrait évoluer dans l'avenir et essayer de confronter ça à des observations. Hein. Vous savez qu'en physique, en fait, on développe des modèles et puis on confronte les résultats des modèles aux observations et c'est ça qui permet de confirmer ou d'infirmer un modèle et de développer finalement des modèles qui permettraient d'expliquer des structures qui ne seraient pas expliquées par le modèle en question. Alors, le plan donc, de ce cours est le suivant. Je vais d'abord vous parler donc, justement de cette expansion de l'univers, comment on observe ça, comment historiquement on a pu l'observer, et comment, à partir de là, on en est arrivé à l'idée d'un univers qui n'est pas statique, justement, mais en expansion. Donc ça, c'est à partir d'observations qu'on a pu dire ça. Mais à côté de ça, la physique s'est elle aussi développée, a développé des modèles, et notamment avec Einstein, le modèle de la relativité générale, qui s'est développé au début du siècle dernier. Et ça a permis de développer en fait un modèle théorique de l'univers, une description théorique de l'univers avec les lois de la physique telles qu'on les connaît. Et donc, c'est ce qu'on appelle la cosmologie théorique, c'est-à-dire que, eh bien, on peut, à partir de la théorie simplement de la physique, décrire l'univers comme étant effectivement un espace en expansion et
finalement retrouver des principes qui permettent de décrire les premières phases d'évolution de l'univers et puis ensuite son histoire et éventuellement même sa structure. Et puis à côté de ça, une fois qu'on a développé ce modèle et puis qu'on essaye de prédire des choses, on va confronter ces prédictions aux observations. Et ces observations, c'est ce qu'on appelle la cosmologie observationnelle, c'est-à-dire qu'on observe, quand on observe les galaxies lointaines, l'univers lointain, on observe un certain nombre de caractéristiques physiques, mais aussi chimiques. On peut dire des choses sur la composition, notamment de l'univers au début de son expansion. Et puis ensuite, on va confronter en fait notre modèle à ces observations astrophysiques. Et puis donc, j'en arriverai aux conclusions, c'est-à-dire à ce que le modèle du Big Bang, tel qu'il a été développé et tel qu'il l'est encore, permet effectivement de confirmer les observations, ou inversement, les observations confirment une partie de ces modèles, mais néanmoins, il y a une partie des observations assez récente, qui date d'une vingtaine d'années, qui vient un petit peu secouer ce modèle du Big Bang. Il semble y avoir des manques dans ce modèle, et donc toute la recherche en cosmologie actuellement est autour de cette, justement, d'essayer de développer un nouveau modèle. Quels ingrédients physiques on pourrait mettre à l'intérieur d'un nouveau modèle qui permettrait d'expliquer ces nouvelles observations. Donc voilà un petit peu pour le plan de ce que je vais vous raconter sur la cosmologie. Alors, tout ça part donc de l'expansion de l'univers. Alors, comment est-ce qu'on va observer l'expansion de l'univers? Alors, je reprends mon explication de la dernière fois. Tout ça est basé sur ce qu'on appelle le décalage Doppler. Alors, en fait, le décalage Doppler, c'est un phénomène que tout le monde connaît, que tout le monde a expérimenté dans sa vie. C'est en fait, qu'est-ce qui se passe pour une onde émise par un corps qui est en mouvement? Alors, une onde, on peut la caractériser par sa fréquence. Donc, l'exemple typique que l'on connaît, c'est le son. Vous savez que le son est une onde. C'est en fait une vibration des couches d'air qui vont se rapprocher et s'écarter à une certaine fréquence, donc un certain nombre de fois par seconde. Et donc, c'est ça qui va donner une note, par exemple. À une note donnée, on va pouvoir associer une fréquence. Par exemple, si vous prenez un diapason que vous tapez, vous avez un La, ce La, ça vous donne une fréquence qui est de 440 Hertz. On mesure la fréquence en Hertz. Si cette source est immobile, donc vous allez obtenir, si vous frappez ce diapason, un La à 440 Hertz. Maintenant, si vous bougez avec ce diapason, ou si ce diapason bouge par rapport à vous, plutôt, la fréquence va changer. Si ce diapason est en train de se rapprocher de vous, à ce moment-là, vous allez voir que la fréquence va augmenter. Vous allez avoir une fréquence qui va devenir plus grande, et donc vous allez entendre un son qui va être plus aigu. C'est ce qui se passe, par exemple, si vous êtes dans la rue et puis que vous avez, par exemple, une voiture de pompier qui s'approche de vous, vous allez entendre cette voiture de pompier qui émet une sirène avec un son qui va monter vers les aigus. C'est aussi ce qu'on voit quand on est au bord d'un circuit automobile, qu'on entend plutôt que voir d'ailleurs, au bord d'un circuit automobile, qui est le son de ces voitures qui s'approchent de vous avec ça monte dans les aigus. Et donc, la fréquence augmente. Si la fréquence augmente, ça veut dire que la longueur d'onde, qui, elle, est l'inverse de la fréquence, en fait, va diminuer. Donc, ça veut dire que la longueur d'onde est devenant plus petite, on va avoir une longueur d'onde qui est plus courte. Inversement, si je prends maintenant une source qui s'éloigne de moi, à ce moment-là, cette source, au contraire, va avoir une fréquence qui va devenir plus petite. Si la fréquence devient plus petite, ça veut dire que je vais avoir pour le son, un son qui va devenir plus grave. Quand une voiture s'éloigne de moi,
sur le circuit automobile, eh bien, j'entends le son qui venait vers moi, qui faisait quand elle s'approche de moi, et quand elle repart, elle fait et donc ce son s'éloigne de moi en émettant un son qui est plus grave, ça veut dire que sa fréquence est plus courte, plus petite, et inversement, sa longueur d'onde va être plus grande. Alors ça, c'est pour le son, mais en fait, n'importe quelle onde va être soumise à ce phénomène-là. Quand j'ai un objet qui émet une onde qui s'approche de moi, eh bien à ce moment-là, sa longueur d'onde va devenir plus petite. Inversement, si cet objet s'éloigne de moi, eh bien sa longueur d'onde devient plus grande. Pour la lumière, une longueur d'onde plus petite, ça veut dire que la longueur d'onde se décale vers le bleu. Inversement, si la longueur d'onde devient plus grande, ça veut dire que la longueur d'onde ou la couleur, si vous voulez, se décale vers le rouge. Donc le corps va paraître plus rouge s'il s'éloigne de moi, et si inversement, il se rapproche de moi, il va paraître plus bleu. C'est ce qu'on appelle donc l'effet Doppler. Alors, si on regarde maintenant la lumière émise par les étoiles ou les galaxies qui composent les étoiles, eh bien, vous vous souvenez, donc on avait vu que ces étoiles, la lumière qui est émise par ces étoiles, on peut la décomposer dans ces différentes longueurs d'onde et donc faire ce qu'on appelle un spectre. Ça va nous donner des longueurs d'onde qui vont aller du rouge vers le bleu, même, ça part même des longueurs d'onde infrarouges que l'on ne voit pas, mais qui sont présentes. Et puis ensuite, ça passe par le rouge, jaune, vert, bleu, violet, et puis ça va même jusqu'à l'ultraviolet. Si vous avez une source immobile, une étoile qui est immobile ou qui est proche de nous, on va dire, eh bien à ce moment-là, on va observer donc ce qu'on appelle son spectre. Ah oui, je voulais peut-être prendre un laser pour vous montrer donc, sur l'image ici. Donc c'est l'image du haut. Ici, on va avoir ce spectre donc, qui va du rouge au violet. Et sur ce spectre, eh bien, on voit un certain nombre de bandes noires. Je vous rappelle, ces bandes noires, en fait, elles sont dues aux éléments chimiques qui sont présents dans les étoiles et qui vont absorber certaines longueurs d'onde très spécifiques. À chaque composé, en fait, à l'hydrogène, par exemple, ou à l'hélium, ou encore au carbone, ou encore à l'azote, eh bien, va correspondre un certain nombre de raies qui sont bien identifiées. Donc, si on a une source qui est immobile, on va observer ces raies qu'on appelle des raies d'absorption à certaines longueurs d'onde fixes. C'est les raies noires qu'on a ici en haut. Mais imaginons maintenant que cette étoile qu'on est en train d'observer, donc on a ce spectre, et puis cette étoile s'éloigne de nous. Qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que sa couleur va se décaler vers le rouge, et donc ces raies d'absorption vont elles aussi se décaler vers le rouge, vers les plus grandes longueurs d'onde. C'est ce qui est indiqué par ce spectre. Par le spectre du bas, du coup, et vous voyez, on a mis des flèches pour montrer le décalage vers le rouge des raies que l'on observe par rapport à une étoile qui serait fixe. C'est ce qu'on appelle donc le décalage vers le rouge des étoiles. Alors, si les étoiles se rapprochent de nous, au contraire, on va voir un décalage vers le bleu. OK, donc à partir de ce décalage, en fait, on va pouvoir même dire des choses sur la vitesse à laquelle le corps en question est en train de s'éloigner ou de se rapprocher de nous. Alors, en fait, on va pouvoir faire ça en regardant le déplacement justement des raies, de quelle longueur se sont déplacées les raies en termes de longueur d'onde. C'est ce qu'on appelle le redshift quand c'est un décalage vers le rouge. Ça serait un blue shift si c'était le décalage vers le bleu. C'est donc simplement le rapport en fait entre le décalage, du coup redshift avec un décalage positif vers le rouge, sur la longueur d'onde elle-même. Donc c'est le décalage relatif en fait par rapport à la longueur d'onde. On évalue ça comme donc ce rapport-là comme étant un nombre qu'on appelle le Z. Le Z, c'est justement ce décalage relatif. Et si vous multipliez le Z par la vitesse de la lumière, eh bien à ce moment-là, vous avez la vitesse à laquelle s'éloigne le corps en question de nous. Donc en observant, vous voyez, le spectre des étoiles, ou des étoiles dans les galaxies, eh bien, on va pouvoir dire des choses sur la vitesse à laquelle ces corps sont en train de se rapprocher ou de s'éloigner de nous.
Alors, attention, parce que vous voyez qu'ici, dans cette relation, donc si la vitesse est égale à z fois la vitesse de la lumière, vous voyez que si z devient supérieur à 1, on dépasse la vitesse de la lumière. C'est en fait, s'il vous plaît, il y en a un qui a un micro qui est ouvert. Donc, ce que je disais, c'est que si z devient supérieur à 1, la vitesse serait supérieure à la vitesse de la lumière. Ça, ce n'est pas possible. Donc, du coup, déjà, à cet endroit-là, il faut faire appel à ce qu'on appelle la théorie de la relativité restreinte d'Einstein, qui est que, comme on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière, on va être limité en fait en vitesse. Et donc, ce décalage, finalement, en longueur d'onde va prendre une autre expression qui permet justement à ce que, quel que soit ce décalage, on ne dépasse pas la vitesse de la lumière. Donc, c'est l'expression que je vous donne ici en bas, mais juste pour information. OK. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Simplement, on va aller observer donc, les corps qui sont autour de nous, et notamment les corps qui sont très loin, c'est-à-dire les autres galaxies. Et puis, on va aller regarder comment ces galaxies bougent par rapport à nous. Donc, ça, c'est ce qui a été fait notamment par Hubble au milieu du siècle dernier. Hubble a pu utiliser un des plus grands télescopes de l'époque, au Mont Wilson, un télescope qui faisait plus de 2 mètres de diamètre. Pour l'époque, c'était énorme. Et à l'aide de ce télescope, il a pu étudier des étoiles dans les galaxies qui sont éloignées de nous. Alors, il regardait ces étoiles, et il regardait en fait des étoiles assez particulières. Il regardait ce qu'on appelle des étoiles variables, ou encore des céphéides. Ces étoiles variables, en fait, c'est des étoiles qui sont des étoiles pulsantes. Donc, c'est des étoiles qui sont très lumineuses, mais dont la luminosité, donc la lumière qu'elles émettent, varie au cours du temps. C'est en fait des étoiles géantes ou super géantes qui vont avoir des masses qui sont de 4 à 15 fois la masse solaire, et leur luminosité va être beaucoup plus importante que le Soleil, du fait qu'elle soit bien sûr beaucoup plus massive, de l'ordre de 100 à 30 000 fois plus lumineuse que le Soleil. Mais l'autre caractéristique, c'est qu'elles sont pulsantes, c'est-à-dire qu'elles vont varier, cette luminosité va varier sur une certaine période, de l'ordre de quelques jours, entre 1 et une centaine de jours. Et donc, on a une relation en fait entre la période de pulsation de l'étoile et la luminosité qu'elle émet. Donc, à partir de là, on va pouvoir calibrer la luminosité à partir de justement la mesure de la pulsation de l'étoile. Donc, on va observer ces étoiles pulsantes, on va mesurer leur période de pulsation, et puis à l'aide d'une relation, ici, on va s'apercevoir que on peut déterminer à partir de là la luminosité de l'étoile. Alors, comme la luminosité d'un corps va décroître avec la distance, plus un corps est éloigné, moins il paraît lumineux, plus vous vous éloignez d'un phare, moins ce phare va vous paraître lumineux. Ça varie même comme l'inverse du carré de la distance, donc ça varie rapidement avec la distance. Si vous connaissez la luminosité intrinsèque de l'étoile, à ce moment-là, vous pouvez revenir à la distance. Ça va être justement la manière de mesurer la distance qui nous sépare des autres galaxies. Donc, Hubble faisait ces études-là, c'est-à-dire qu'il cherchait à déterminer, en regardant les galaxies lointaines, à quelle distance elles se trouvaient de nous. Et puis, d'autre part, comme il faisait ça en mesurant justement la lumière qui nous arrivait, il a pu décomposer ces lumières à l'aide de spectres, en faisant des spectres, et d'étudier aussi éventuellement le décalage en longueur d'onde de ces spectres. Et il s'est aperçu qu'il y avait, pour toutes les galaxies éloignées, un décalage vers le rouge. Et donc, il a pu mesurer ce décalage vers le rouge et déterminer pour ces galaxies lointaines, justement leur vitesse d'éloignement à l'aide de la relation que je vous ai présentée tout à l'heure. Et il a donc construit un graphe sur lequel il a pu mettre donc la distance des différentes galaxies. Alors, vous voyez que la distance ici, c'est en mégaparsecs, ça veut dire en millions de parsecs. Je vous rappelle, un parsec, c'est à peu près 3,25 années-lumière.
donc en millions d'années-lumière. Donc ici, on a des galaxies, hein, vous voyez, qui sont très éloignées de nous. Les plus proches sont à quelques dizaines d'années-lumière. Les plus éloignés, ici, vont jusqu'à 500 millions d'années-lumière. Hein, ça va de quelques dizaines de millions d'années-lumière jusqu'à des centaines de millions d'années-lumière. Et pour chacune de ces galaxies, eh bien, on a pu déterminer sa vitesse. Et on voit donc des vitesses d'éloignement pour toutes ces galaxies. Et on voit sur ce graphe donc, que si on trace la vitesse d'éloignement en fonction de la distance, eh bien, on observe une droite, c'est-à-dire que plus les galaxies sont éloignées, plus elles s'éloignent de nous rapidement, plus leur vitesse d'éloignement est grande. Donc, c'est ce que j'ai essayé de dessiner ici. Hein. Si nous, on est ici en train d'observer les galaxies lointaines, eh bien, plus une galaxie va être éloignée, les petites flèches représentant la vitesse d'éloignement, plus les flèches vont être grandes, hein, c'est-à-dire plus les vitesses vont être rapides. Alors, pour expliquer ça, eh bien, il faut imaginer qu'on a effectivement des galaxies qui se trouvent dans un espace qui est lui-même en expansion, en train de s'étendre. En fait, l'image qu'on peut en avoir, c'est par exemple celle d'un... Vous faites un gâteau, et puis à l'intérieur de ce gâteau, vous mettez, je ne sais pas, des petits grains de raisin, par exemple, et vous faites cuire ce gâteau. Si vous avez mis un peu de levure dedans, hein, qu'est-ce qui va se passer? Ce gâteau va gonfler. Si vous êtes sur un des grains de raisin et que vous êtes en train de regarder les autres grains de raisin qui sont autour de vous, quand ce gâteau est en train de gonfler, eh bien, vous allez voir les grains de raisin qui sont les plus proches qui s'éloignent de vous, parce que ça gonfle. Et si vous regardez les grains de raisin qui sont plus éloignés de vous, eh bien, ils vont s'éloigner plus rapidement. Et donc, c'est comme ça qu'on en déduit qu'effectivement, l'univers est en expansion. Et on est même capable, grâce à cette courbe, eh bien, de déterminer ce taux d'expansion. Le taux d'expansion, donc ça veut dire c'est la vitesse à laquelle on s'étend par unité de distance. Puisqu'on voit que la vitesse est proportionnelle à la distance, eh bien, on va obtenir, grâce à la pente de cette courbe, eh bien, ce qu'on appelle une constante, hein, puisqu'on voit que la courbe est une droite, donc c'est une constante. Et donc, on va voir qu'on a une pente de la courbe qui est constante et on va pouvoir déterminer cette pente qui va nous donner eh bien, la vitesse d'expansion de l'univers. C'est ce qu'on appelle la loi de Hubble, dans laquelle on a cette constante de Hubble qui est en fait la vitesse d'expansion de l'univers, la vitesse à laquelle l'univers est en train de s'étendre. Et on voit que donc cette vitesse d'expansion, on est capable de la mesurer, hein, du coup, grâce à cette courbe, elle est de 70 km par seconde par mégaparsec, c'est-à-dire par million d'années-lumière. OK. À partir de cette constante, en fait, on peut revenir à l'âge de l'univers. En effet, cette constante, vous voyez que c'est en kilomètres par seconde par mégaparsec. Les mégaparsecs, ben, c'est aussi une distance. Hein. Si vous voulez bien éteindre votre micro, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas qui a son... Si, monsieur Wellington, c'est Médo. Je ne sais pas si vous nous entendez, mais votre micro étant allumé, oui, ben d'ailleurs, on vous voit. On va pas rentrer. On va pas rentrer. Quelqu'un veut bien lui en... Non, mais non. Je vais lui envoyer un Non, message. flemme. Non, mais je te crois. Non, mais je te crois. Oui, ben, nous aussi, mais là, vous perturbez le cours. Merci. OK. Donc, du coup, si on prend l'inverse de cette constante, eh bien, on va pouvoir comme ça déterminer l'âge de l'univers. En effet, vous voyez que cette vitesse d'expansion ici, c'est en kilomètres par seconde par mégaparsec. C'est-à-dire qu'on va avoir 1 mégaparsec divisé par la vitesse qui va nous donner eh bien, finalement un temps, puisque 1 mégaparsec, hein, c'est une distance. Donc, vous divisez une distance par un temps,
C'est comme si vous aviez un temps. Donc, si vous faites le calcul de 1 mégaparsec, ça représente 3 10 puissance 19 km. Vous divisez ça par les 70 km par seconde et vous allez obtenir 4,3 10 puissance 17 secondes, c'est-à-dire 13,5 milliards d'années. Donc, vous voyez qu'à partir de cette mesure, finalement, de l'expansion de l'univers, eh bien, on peut mesurer que l'univers s'étend depuis 13,5 milliards d'années. Donc, en conclusion, on voit que quand on observe l'univers lointain, on voit un univers qui n'est pas statique, mais un univers qui est en expansion. Et on peut même déterminer depuis quand cet univers est en expansion. Cet univers est en expansion depuis 13,5 milliards d'années. OK, mais donc ça veut dire que l'univers, finalement, il a un certain âge, et donc ça veut dire qu'il a évolué. Ça veut dire qu'il a une histoire, finalement, hein. Il a un passé, un futur, il va continuer à évoluer par le futur, et pendant les 13,5 milliards d'années pendant lesquelles il a déjà évolué, eh bien, il a certainement changé. Donc, c'est ça qu'on va aller regarder. Comment est-ce qu'on peut décrire ce changement de l'univers? Et c'est ça qui va nous conduire à développer une théorie de cette évolution de l'univers. C'est ce qu'on va appeler la théorie du Big Bang. Hein, la théorie du Big Bang, c'est justement cette théorie d'un univers qui n'est pas statique, mais qui est en expansion, qui est en train de s'étendre. Alors, attention, il faut bien voir qu'ici, on est en train de décrire l'univers dans son ensemble. Hein. Donc, en fait, ce qui s'étend, c'est vraiment l'univers dans son ensemble. Ce n'est pas simplement on pourrait imaginer que c'est simplement les galaxies qui s'éloignent comme ça les unes des autres par une explosion initiale qui les pousserait comme ça, qui leur aurait donné une vitesse initialement et puis elle continue à avoir cette vitesse. Non, ce n'est pas ça qui se passe. C'est simplement que cet univers, dans son ensemble, est en train de s'étendre. Hein, les galaxies sont fixes dans l'espace, si vous voulez, et c'est vraiment l'espace lui-même qui est en train de s'étendre. Donc, il va falloir dire des choses, si on veut développer une théorie, il va falloir dire des choses sur l'espace, justement. Comment est-ce qu'on va pouvoir décrire l'espace? Et ça va être tout l'objet, justement, de la théorie de la cosmologie, qu'on appelle la cosmologie théorique. Et ça a pu être développé grâce à Einstein. Einstein a développé au début du siècle dernier ce qu'on appelle la théorie de la relativité générale, qui va en fait décrire la gravité. Comment est-ce que la gravité elle-même influence l'espace qu'il y a autour d'elle? En fait, donc on peut développer une théorie en fait, de la gravité à partir des équations développées par Einstein. Et cette théorie de la gravité, si on veut la simplifier à l'extrême, on va dire que quand on a une masse qui est présente dans l'espace, eh bien, cette masse va déformer l'espace. En fait, c'est un petit peu ce qu'on avait vu déjà pour les trous noirs, quand on avait parlé un petit peu des trous noirs, hein, ces étoiles qui s'effondrent et puis qui finalement donnent une masse très importante à un endroit dans laquelle la lumière ne peut pas sortir. Eh bien, c'est justement parce que cette masse déforme l'espace et fait que les lignes sur lesquelles la lumière va faire ses trajectoires, eh bien, ne sont plus ouvertes sur l'espace. L'espace est tellement déformé qu'il piège quelque part la lumière. Eh bien, pour l'univers, on va développer un peu le même type de concept et on va donc regarder finalement l'univers comme étant un espèce de fluide, donc tout l'espace qui compose l'univers comme étant un espèce de fluide, et on va essayer de décrire ce fluide. Donc on va décrire ça avec ce qu'on appelle les équations de la relativité générale. Ça a été des équations qui ont été résolues par 3 personnes indépendamment, par Einstein lui-même.
C'est lui qui a posé les premiers concepts de cette relativité générale. Mais ça a été pendant le même temps résolu aussi par un physicien russe qui s'appelait Friedman et en même temps par un astronome belge qui s'appelait Georges Lemaître. Et ces trois personnes, eh bien, finalement, sont arrivées aux mêmes équations qui vont en fait pouvoir permettre de décrire cet espace qui compose l'univers. Alors, il va bien sûr falloir faire quelques hypothèses sur cet univers. Et l'hypothèse qu'il va falloir poser, c'est que pour pouvoir décrire cet univers, eh bien, il va falloir poser l'hypothèse que cet univers est homogène et isotrope. Alors, homogène, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si vous prenez un bout d'univers quelque part et vous prenez un bout d'univers ailleurs dans l'univers, eh bien, ces deux bouts d'univers sont en fait les mêmes. On peut remplacer l'un par l'autre. D'accord? À un instant donné, l'univers est le même quel que soit l'endroit où vous le regardez. Et isotrope, ça veut dire que quelle que soit en fait, la direction dans laquelle vous regardez l'univers, eh bien, vous allez le voir aussi de la même façon. Hein? Cet univers va réagir, si vous voulez, ou être pour le coup en expansion, c'est à ça qu'on va arriver. Cet univers va être en expansion de la même manière dans tous les points de l'univers. Alors, ça, on peut le vérifier en fait expérimentalement. Hein. Si on regarde l'univers à grande échelle, eh bien, effectivement, si on compte, par exemple, le nombre de galaxies qu'on a dans un espace d'univers, eh bien, quel que soit l'espace d'univers qu'on regarde, eh bien, on a à peu près la même densité de galaxies partout. C'est-à-dire qu'en fait, la densité de l'univers est homogène. On a à peu près la même densité de matière à peu près partout dans l'univers pour une distance donnée, hein, pour un temps donné. OK. À partir de cette hypothèse, eh bien, on va avoir, grâce à la théorie de la relativité générale, que je ne vais pas vous développer complètement ici, hein, je vais vous donner juste un résultat, sous forme d'une équation, finalement, on peut mettre ça sous forme d'une équation qui va relier trois paramètres essentiels de cet univers. Donc, la densité de l'univers, ça représente donc la quantité de matière qu'il y a dans l'univers. Plus il y a de masse par unité de volume, plus l'univers va être dense. On va ensuite décrire ce qu'on appelle la courbure de l'univers. Donc, c'est la manière dont, en fait, l'espace est courbé par cette quantité de matière qui est présente. Et puis enfin, on va relier ça eh bien, à cette constante de Hubble, c'est-à-dire cette vitesse d'expansion de l'univers. La manière dont l'univers est en train de s'étendre. La manière dont l'univers est en train de s'étendre, vous vous souvenez, on a décrit ça avec la constante de Hubble, hein, cette vitesse à laquelle l'univers s'étend, eh bien, c'est le carré de cette vitesse à laquelle l'univers s'étend, eh bien, il va être égal à un terme de densité, donc qui va représenter finalement cette gravité qui est créée par cette matière qui est présente dans l'univers. C'est donc ce terme en 8 pi g, c'est la constante gravitationnelle sur 3 fois ρ, la densité de l'univers. Et puis un terme de courbure, donc on appelle kappa, divisé par r carré. Bon, un terme de courbure. Je vais revenir sur ce terme de courbure, qu'est-ce que ça représente, mais c'est la manière dont l'univers est soit bombé, soit creusé par justement la quantité de matière. Et puis enfin, Einstein avait rajouté à l'époque une constante qui est ce qu'on appelle la constante cosmologique, c'est-à-dire un terme constant. C'est-à-dire que même si… Oui, il y a une question. Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Il faut que vous me précisiez ce que vous n'avez pas compris parce que… Le fait que… Oui, allez-y. Le fait, vous avez parlé du fait que ce soit homogène et que si on prend un bout de l'univers, on va dire à droite et qu'on le met à gauche, c'était la même chose. Oui. C'est-à-dire oui. C'est-à-dire, prenez, vous pouvez imaginer par exemple, prenez un verre d'eau, vous n'avez que de l'eau dans votre verre. Si vous prenez de l'eau qui est en haut du verre ou de l'eau qui est en bas du verre, vous allez trouver la même composition, c'est de l'eau. Donc en fait, l'univers, on peut considérer que l'univers est comme un fluide homogène.
D'accord. D'accord? Merci. Je vous en prie. OK, donc cette constante cosmologique, hein, Einstein l'avait rajoutée simplement parce que pour lui, l'univers était forcément statique et donc on ne pouvait pas trouver une vitesse d'expansion qui était autre que eh ben justement nulle. Donc il avait introduit ce terme simplement pour expliquer, plutôt pour essayer de décrire un univers selon sa conception, mais il dira par la suite qu'il n'y avait pas de raison, hein, finalement. On peut aussi tout à fait imaginer que cet univers est en expansion. Bon, ça pose d'autres problèmes de conservation de l'énergie. En effet, si l'univers est en expansion, ça veut dire qu'il se refroidit et donc qu'il perd de l'énergie. Et ça, ce n'était pas concevable pour Einstein. Pour Einstein, l'énergie devait être conservée. On sait aujourd'hui que cette loi de conservation de l'énergie, elle est locale. Elle n'est pas au niveau global dans l'univers. Mais néanmoins, donc on n'a pas besoin normalement de cette constante cosmologique, hein. Simplement, les termes de densité et de courbure doivent pouvoir décrire cette expansion de l'univers. Néanmoins, on verra à la fin de mon exposé ici qu'aujourd'hui, on en revient, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaye de rajouter un ingrédient dans ces équations de la relativité générale pour expliquer des phénomènes observés beaucoup plus récemment dans cette expansion de l'univers. Alors, qu'est-ce que ça implique finalement, cette équation-là? Alors, en fait, de cette équation, on peut déduire 3 solutions mathématiques. C'est-à-dire qu'il y a 3 possibilités mathématiques qui sont solutions de cette équation en fonction des paramètres, justement, de ces 3 paramètres types. Hein, Donc, on a des couples de paramètres, en fait. On peut avoir 3 géométries différentes pour l'univers. C'est-à-dire qu'on peut avoir 3 paramètres de courbure différents. Alors, pour essayer d'expliquer ça assez simplement, on peut avoir un espace qui est sans courbure, donc qui a une courbure nulle. L'espace qui a une courbure nulle, c'est celui dont qu'on vous a présenté, hein, depuis toujours. C'est ce qu'on appelle un espace euclidien. La distance d'un point à un autre, le plus court chemin d'un point à un autre, c'est une droite. D'accord? Pour aller d'un point à un autre le plus rapidement possible, eh bien, on va aller d'un point à un autre en passant par la droite. Mais ça, c'est vrai pour un univers qui est justement avec une courbure nulle. Mais ce n'est pas obligé. On peut imaginer mathématiquement des espaces qui ont des courbures non nulles. On peut avoir des espaces qui ont des courbures sphériques, par exemple, une courbure positive. C'est-à-dire que cette fois-ci, la plus courte distance pour aller d'un point à un autre, ce n'est pas la droite, mais c'est le cercle. Hein? C'est-à-dire que c'est comme si l'espace, si vous voulez, alors c'est difficile de se le représenter parce qu'on est dans un espace à 3 dimensions. Du coup, qu'est-ce que c'est que la courbure à 3 dimensions? C'est un peu compliqué à expliquer. Donc, en général, on fait l'approximation on suppose plutôt que l'espace est à 2 dimensions. Supposons que notre espace soit plan. Eh bien, à ce moment-là, si on a une courbure nulle, ben, l'espace est vraiment plan. Hein, c'est ce qui est représenté ici sur la figure à droite. Et si la courbure est non nulle, si elle est positive, ben, à ce moment-là, l'espace va être courbe avec une courbure positive comme si c'était sur un cercle. Donc, du coup, le plus court trajet d'un point à un autre, ben, ça ne passe pas par la ligne droite comme sur le plan, mais ça passe par le cercle. Et puis, on peut imaginer l'inverse, c'est-à-dire un espace qu'on appelle hyperbolique, c'est-à-dire avec une courbure négative. À ce moment-là, ben, le plus court espace pour aller d'un point à un autre, hein, c'est en passant par justement ça donne une espèce de forme en selle de cheval, là. Donc, c'est courbé vers l'intérieur. Au lieu d'être bombé, si vous voulez, l'espace serait courbé vers l'intérieur. Ça, c'est les 3 possibilités qu'on a pour la courbure de l'espace. Donc, la question est, est-ce que notre espace est plan? Est-ce qu'il est sphérique? Ou est-ce qu'il est hyperbolique? Notre univers, hein, notre espace qui représente notre univers. Cet univers qui serait en expansion. Et puis, on a 3 autres paramètres
qui sont donc liées cette fois-ci à cette gravité, à la densité, à la quantité de matière qu'on a par unité de volume. C'est la densité. Donc, on va voir que les deux paramètres ici de densité et de courbure vont donner lieu finalement à trois solutions possibles, trois couples de solutions. Alors, on va avoir une première solution, c'est imaginons que on a un univers qui comprend beaucoup de matière. Ça veut dire un univers qui va être très dense, ou plutôt la densité va être importante, supérieure à une certaine valeur qu'on va appeler la valeur critique de densité. Si c'est le cas, eh bien à ce moment-là, ça va entraîner une courbure positive de l'univers. C'est-à-dire que la quantité de matière qui est présente dans l'univers est telle que cette matière courbe l'univers positivement. Si c'est le cas, eh bien, les solutions de l'équation de la relativité générale, des équations d'Einstein, prédit que cet univers, qui est en expansion, au cours du temps, eh bien, il va se ralentir. Cette vitesse d'expansion va devenir de moins en moins importante. Donc, c'est la courbe en rouge que vous avez là. Donc, ça veut dire que les galaxies qui aujourd'hui s'éloignent les unes des autres de manière linéaire, au bout d'un moment, eh bien, elles vont finir par se ralentir, s'éloigner moins vite les unes des autres, jusqu'à ne plus s'éloigner du tout les unes des autres, et même, au bout d'un certain temps, commencer à se rapprocher les unes des autres. Autrement dit, au bout d'un certain temps, on verrait un univers qui serait en contraction. Cette contraction, au bout d'un moment, elle va finir par ramener l'univers en un seul point. C'est ce qu'on appelle le Big Crunch par rapport au Big Bang, qui est l'univers en expansion. Eh bien, on aurait un univers qui, au bout d'un moment, serait en contraction. Ça, c'est une des possibilités. On va pouvoir essayer d'aller justement vérifier. La deuxième possibilité, c'est si on a une densité qui est exactement égale à la densité critique, donc on peut déterminer une valeur de densité telle que finalement la courbure de l'univers est nulle, autrement dit qu'on est bien dans un espace euclidien, que la plus courte distance, d'un point à un autre est bien la ligne droite. Ça, c'est si on a un univers qui va contenir moyennement de la matière, on va dire juste la bonne quantité de matière. Et qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là pour l'univers? Eh bien, c'est la courbe en vert ici. L'univers qui s'étend actuellement, eh bien, va finir par ralentir son expansion jusqu'à atteindre, au bout d'un temps infiniment long, une vitesse d'expansion nulle. Ça va correspondre à un univers qui a une densité qui serait de quelques atomes par mètre cube. Et puis enfin, on peut avoir le cas, la troisième solution, qui est le cas où finalement la densité de l'univers est faible, l'univers contient suffisamment peu de matière pour que finalement la courbure de l'univers soit négative. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Dans l'expansion de l'univers, cette expansion va effectivement se ralentir, mais elle va se ralentir doucement, tellement doucement que en fait, l'expansion ne deviendra jamais nulle et on aura comme ça une expansion infinie au bout d'un temps infini. Donc ça, c'est les trois solutions que prédisent la relativité générale d'Einstein. OK, qu'est-ce que ça dit finalement de l'histoire de l'univers? Ça nous dit que donc on a cet univers qui est en expansion. Les équations prédisent ça. Et puis ensuite, elles prédisent que cette expansion, elle peut varier dans le temps, se faire de plus ou moins rapidement jusqu'à éventuellement même s'annuler, voire se contracter. Mais en tout cas, ça dit qu'actuellement, l'univers est en expansion. Mais si cet univers est en expansion, ça veut dire que si on remonte dans le temps, si on va voir dans le passé de l'univers,
les galaxies étaient beaucoup plus proches les unes des autres. Et puis, du coup, si on remonte encore dans l'univers, il y a un moment où toutes ces galaxies se retrouvent tellement proches que, elles vont se compacter les unes aux autres, quoi. Donc, on va se retrouver avec un univers qui va être de plus en plus compact, de plus en plus contracté. Et comme c'est un peu comme dans les étoiles, hein, quand une étoile s'effondre sur elle-même, vous vous souvenez, la température au centre de l'étoile augmente. C'est ça qui crée les réactions nucléaires au centre des étoiles. Hein. C'est ça qui crée la lumière des étoiles. Eh bien, ici, donc, quand l'univers se contracte, si on remonte dans le passé, l'univers est plus contracté et donc, du coup, la température augmente. Ça veut dire que si on remonte dans le passé, l'univers était beaucoup plus chaud qu'il ne l'est aujourd'hui et beaucoup plus contracté. Ça veut dire que toute la matière qu'actuellement on voit sous forme de galaxies, d'étoiles, de planètes, etc., eh bien, elle devait être toute regroupée comme un peu au centre des étoiles. Vous voyez, cette matière dense et chaude. Donc, on avait une espèce de soupe de particules. Cette matière était extrêmement chaude, extrêmement dense et formée de particules de plus en plus élémentaires. Ces particules qui sont ce qui compose la matière, finalement, ces protons, ces neutrons, et même si on comprime encore, si on a une température qui augmente encore, on va dissocier ces particules-là, on va arriver à ce qui compose finalement ces particules élémentaires, qui vont être les quarks, et même si on comprime encore, eh bien, on va arriver à des températures telles qu'on arrive aux limites de la physique. Et au-delà de ça, on ne sait plus décrire l'univers. Donc, il y a un moment où on arrive un petit peu à la limite de notre possibilité de décrire l'univers aux premiers instants, notamment, de cette expansion de l'univers. Alors, on a vu qu'on pouvait, en regardant les galaxies et cette vitesse d'expansion de l'univers, remonter à l'âge de l'univers. On a vu que cet univers avait 13,7 milliards d'années. Donc, il y a 13,7 milliards d'années, on avait un univers qui était dense et chaud et qui, depuis, s'est étendu. On va pouvoir, quand on va aller regarder les galaxies de plus en plus lointaines, eh bien, remonter dans le temps, finalement. On va pouvoir aller voir ces premiers instants de l'univers. Donc, on va pouvoir aller observer, finalement, cette évolution de l'univers. Alors ça, on va pouvoir l'observer jusqu'à un certain moment. Alors, si on couple ce que l'on connaît de la matière à des températures extrêmes et cette expansion de l'univers, eh bien, on va pouvoir décrire un scénario de comment était l'univers à ses débuts et de comment il a pu évoluer. Donc, le Big Bang, c'est effectivement la description de ce scénario dans lequel l'univers a eu une période dans le passé, il y a 13,7 milliards d'années, très dense et chaud, dans lesquelles la matière devait être sous forme de matière élémentaire, si vous voulez, qui par la suite, en se refroidissant, a formé toute la matière que l'on observe aujourd'hui dans l'univers. Mais attention, ça ne dit rien, ce modèle, d'un instant initial d'apparition de l'univers, par exemple, ou d'un commencement de l'histoire. On n'est pas capable, dans ce modèle, de décrire ce qui s'est passé avant, par exemple. On ne pourrait pas remonter à ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il y avait avant l'univers ? Avant l'univers, il n'y a rien, en fait. Le modèle du Big Bang ne peut décrire l'univers qu'à partir du moment où on a justement cette phase d'expansion de l'univers et de la création finalement des particules les unes après les autres. Donc on commence finalement à décrire l'univers avec la physique à partir de cette phase initiale qui marque le début de la dilatation, de l'expansion de l'univers qui va permettre le refroidissement de l'univers et donc la création de matière. Alors, dans ces modèles d'expansion, donc on verra sur les observables ensuite, qu'est-ce qu'on peut observer éventuellement ces premiers instants, de ces premières étapes d'évolution. Mais en tout cas, on pense que
quand l'univers a commencé à s'étendre, au bout de 10-43 secondes, eh bien, on a eu un univers qui a commencé à s'étendre avec une très rapide expansion. Et puis, c'est ce qu'on appelle la phase d'inflation. D'un coup, l'univers s'est mis à s'étendre très rapidement. Et puis, pour une raison que pour l'instant, on n'explique pas, hein, théoriquement encore, eh bien, cette expansion s'est stoppée, pas complètement, puisqu'il en est resté eh bien, cette expansion telle qu'on l'observe des galaxies les unes par rapport aux autres. Donc, on pense que c'était présent dès le départ. Et donc, lors des premiers instants de l'univers, hein, on peut essayer de reproduire ça en laboratoire. En fait, on essaye de reproduire ces températures extrêmes qui devaient régner à l'époque. Et pour ça, eh bien, en fait, on va faire se choquer les particules les unes contre les autres. La température, en fait, est une mesure de la vitesse des particules. Plus les particules vont vite, plus elles vont se choquer violemment. Et quand elles se choquent violemment, elles vont exploser en particules plus élémentaires. Et donc, on est capable d'aller regarder ces particules élémentaires et d'essayer de les décrire avec de la physique, qu'on appelle la physique quantique. Donc, ces particules, c'est ce qu'on va appeler les quarks. Ces quarks, ils composeraient les éléments primordiaux, si vous voulez, de la matière. Et cette matière, eh bien, elle serait formée de matière et d'antimatière. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, si vous prenez ce qui compose la matière, les protons, les neutrons, les électrons, même les composants plus élémentaires, les quarks, eh bien, chaque élément, chaque électron, par exemple, a son antiparticule qui est un positron. Et quand un électron et un positron se rencontrent, les deux fusionnent pour donner de l'énergie, c'est-à-dire un grain de lumière. Et donc, ce qui a dû se passer au début de l'univers, eh bien, c'est qu'on avait justement, à partir de cette énergie qui était présente, qui était en expansion, eh bien, on a dû créer, à partir de l'énergie, des particules de matière et d'antimatière. Ah, il y a encore quelqu'un qui a son micro d'ouvert. Merci. Donc, ces particules de matière et d'antimatière sont créées au départ parce que justement, on a ce refroidissement, cette expansion, cette énergie qui diminue, qui crée en permanence de la matière et de l'antimatière, mais en s'étendant, eh bien, les collisions sont moins fréquentes et donc, du coup, on va garder des particules de matière et d'antimatière indépendantes les unes des autres, mais néanmoins, elles continuent à s'annihiler les unes aux autres. Et puis, il y a un moment, là encore, il y a des trous dans la théorie, on ne sait pas exactement pourquoi. Il y a eu des inhomogénéités dans l'univers, peut-être très petites, mais il y a un moment où finalement la matière, telle qu'on la connaît, a gagné sur l'antimatière. Et donc, du coup, la matière a commencé à dominer l'univers. C'est la victoire de la matière sur l'antimatière. On sait à peu près dater cette période-là. C'est à partir du moment de cette expansion initiale dont je vous parlais tout à l'heure, c'est à partir de 10-32 secondes. Bon, c'est très, très rapide à notre échelle. Mais néanmoins, à ce moment-là, eh bien, on commence à avoir plus de matière que d'antimatière. Et du coup, les quarks qui sont présents eh bien, vont pouvoir s'assembler les uns aux autres. Et en s'assemblant, eh bien, ils vont former les premiers protons et neutrons. Ça se passe à peu près vers 10-6 secondes. Une microseconde après le début de l'expansion de l'univers, eh bien, on commence à former les premiers neutrons, les premiers protons. Et puis ensuite, donc, on va avoir, alors lors de ces collisions, on émet d'autres particules qui sont notamment les neutrinos. Et donc, on va avoir ces neutrinos qui vont se découpler de la matière, qui vont pouvoir s'étendre dans l'univers. Et puis, on va former, à partir des protons et des neutrons,
eh bien, les premiers atomes, les premiers noyaux d'hydrogène et d'hélium, éventuellement de deutérium aussi. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais à ce moment-là, on a des protons et des électrons. C'est ce qu'on appelle, donc ça c'est des particules chargées, hein, c'est ce qu'on appelle un plasma. Ces particules chargées, eh bien, elles emprisonnent la lumière. La lumière dans un plasma, elle est absorbée en permanence par les particules du plasma, réémise, absorbée, réémise. Elle ne peut s'échapper de cette espèce de fluide formé d'électrons, enfin de particules positives et négatives, et donc elle est piégée dans la matière, si vous voulez. On a une intrication entre la matière et les photons qui composent la lumière. Et puis, cette expansion continue, donc la température diminue, hein, et quand la température est suffisamment basse, eh bien, à ce moment-là, les électrons vont pouvoir se lier aux protons et donc former vraiment les premiers atomes. Donc, on va former les premiers atomes d'hydrogène, les premiers atomes d'hélium. C'est ce qu'on appelle la phase de recombinaison. Et à ce moment-là, eh bien, ces atomes vont absorber, si vous voulez, la lumière qu'à des longueurs d'onde spécifiques. C'est ces raies noires qu'on voit dans les spectres des étoiles. Hein. Et donc, ils vont laisser une grande partie de la lumière passer finalement. Hein. Et donc, du coup, la lumière va pouvoir s'étendre comme ça dans l'univers librement, sans interagir en permanence avec la matière. Donc, c'est ce qu'on appelle la phase de recombinaison. Lors de cette phase, donc, on a libération de lumière. Ça se trouve vers 300 000 ans, 300, 400 000 ans, après le début de l'expansion de l'univers. Et puis, cet univers continue à s'étendre. Cette matière formée d'atomes d'hydrogène, d'hélium, etc., va se rassembler en étoiles, en galaxies. Et donc, on va avoir l'apparition des premières étoiles et du coup, des premières galaxies autour de 1 milliard d'années après l'apparition de l'univers. Après, plutôt, alors, je ne devrais pas utiliser ce terme d'apparition de l'univers, hein, plutôt après le début de l'expansion de l'univers. 1 milliard d'années après le début de l'expansion de l'univers, eh bien, on voit apparaître ces premières étoiles, ces premières galaxies qui vont ensuite continuer à s'étendre et à évoluer à partir de collisions entre les galaxies jusqu'à ce qu'on arrive à la situation actuelle hein, avec ces galaxies qu'on peut observer. Donc, voilà un petit peu comment, avec la physique que l'on connaît, la relativité générale d'Einstein, mais aussi la mécanique quantique hein, qui décrit la matière dans ses éléments les plus constitutifs, ces quarks, ces protons, ces électrons, la manière dont ils interagissent, notamment avec la lumière, eh bien, on est capable de produire une histoire finalement théorique de l'univers. Voilà théoriquement comment on pense avec la physique actuelle, comment l'univers a dû évoluer. Et puis ensuite, on va chercher à confronter ça avec les observations que l'on peut faire de l'univers. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer de l'univers? On a déjà vu hein, que cette observation de l'univers, elle a été faite notamment au milieu du siècle dernier par l'observation de l'éloignement des galaxies. Donc, on a déjà vérifié effectivement que l'univers n'est pas statique, hein, qu'il n'est pas immobile, il est en expansion. Donc, il va avoir une histoire, un passé, un futur. Donc, en fait, l'expansion, ou plutôt le décalage vers le rouge des galaxies, hein, ce redshift que l'on observe, qui a été observé par Hubble et qu'on observe depuis, eh bien, nous pointe le fait que oui, effectivement, on n'a pas un univers qui est statique, on a un univers qui est en expansion, qui est bien régi par ces lois de la relativité générale d'Einstein. Et puis ensuite, on peut essayer… Oui? Non? Ensuite, on peut essayer de décrire ce qui s'est passé lors de, par exemple, la phase de production des premiers atomes, cette phase de nucléosynthèse, donc la phase de synthèse nucléaire initiale, qui s'est déroulée
dans les premières minutes, dans les premiers milliers d'années de l'univers, cette nucléosynthèse, elle est différente de celle qu'on peut observer dans les étoiles. Vous vous souvenez, dans les étoiles, je vous avais montré comment les protons réagissaient entre eux pour former du deutérium, puis ce deutérium, il n'est pas stable, il va réagir aussi avec le deutérium présent pour former de l'hélium, enfin du tritium, puis de l'hélium. Et puis ensuite, une fois qu'on a consommé l'hydrogène, l'hélium va lui-même réagir pour former le carbone, etc. Tout ça se passe dans le cœur des étoiles à des températures très chaudes, et puis c'est confiné au sein des étoiles, au cœur des étoiles. Dans l'univers primordial, c'est un peu différent. Les températures sont aussi très, très élevées, des milliards de degrés. Donc, on va pouvoir avoir une synthèse de ces éléments d'hydrogène, d'hélium. Mais la grosse différence, c'est que ce n'est pas des éléments qui sont synthétisés au cœur de quelque chose de confiné, mais c'est au contraire quelque chose qui est en expansion. Et le fait que ce soit dans un espace en expansion, ça permet qu'en même temps que les températures sont suffisantes pour créer les éléments, en même temps, ces températures sont en train de décroître. Et donc, quelque part, il y a un moment où on va figer la production des éléments. Et donc, du coup, une fois que ces éléments sont figés, ils sont figés pour le reste de la vie de l'univers, finalement. Si on regarde globalement, à part cette évolution au cœur des étoiles, l'univers dans son ensemble va être composé d'une certaine proportion d'hydrogène, bien sûr, mais aussi de deutérium, d'hélium, et puis de quelques éléments légers comme le lithium, le beryllium. Et donc, si on regarde les galaxies lointaines ou l'espace lointain, on va pouvoir aller mesurer finalement la composition de cet univers. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve ? On peut regarder par exemple l'exemple du deutérium, parce que c'est un exemple intéressant. On sait que ce deutérium, il est en partie brûlé dans les étoiles. Il est fragile dans les étoiles. Vous vous souvenez, dans les étoiles, il va même participer à la synthèse de l'hélium. Donc, il ne résiste pas en fait dans le milieu stellaire. Il va être détruit par les réactions nucléaires. Mais donc, du coup, celui qui a été créé au début de l'univers, qui a permis sa fabrication, on est capable de le prédire. On prend un modèle d'expansion de l'univers, on est capable de dire à quelle vitesse la température va chuter, et donc à partir de quel moment on va figer la quantité de deutérium. Et donc, on peut faire tourner un modèle comme ça, qui est un modèle donc, du coup physico-chimique. Ça inclut donc la chimie de ces éléments. Et donc, on va pouvoir calculer quel est le rapport entre le deutérium et l'hydrogène, qui devrait être présent dans l'univers si notre modèle d'expansion de l'univers est correct. Et donc, les calculs donnent quelque chose qui est de l'ordre de 2,5 10-5 proportion de deutérium par rapport à l'hydrogène. 2 10-5 fois moins de deutérium que d'hydrogène. Et si on mesure le deutérium qui est présent finalement dans l'univers, on trouve, alors on n'a pas des valeurs très précises, mais on affine ça au fur et à mesure des observations, on va trouver des valeurs qui sont comprises entre 2,4 et 3,2 10-5. Et donc, on a des valeurs qui recouvrent finalement ces calculs, donc qui permettent de confirmer qu'effectivement, il semble que notre modèle physico-chimique d'expansion de l'univers soit correct, puisqu'on arrive à prédire les bonnes quantités de deutérium. On peut faire le même calcul pour d'autres éléments, comme l'hélium par exemple, et on trouve là aussi des valeurs qui sont confirmées par l'observation. Si on observe l'hélium globalement dans l'univers, on trouve quelque chose qui est compris entre 0,23 et 0,26%. Non, pardon, entre 23 et 26%. Entre 0,23 et 0,26. Alors que théoriquement, on devrait avoir quelque chose qui est proche de 0,25%. De 25%. Donc finalement, ce qu'on voit, c'est qu'à cet endroit-là, si on observe la composition de l'univers en termes d'éléments tels que l'hydrogène, l'hélium, le deutérium, etc., tous les atomes qui constituent la matière, on trouve des proportions globales dans l'univers qui semblent reproduire, ou en tout cas être reproduites par notre modèle. OK, l'autre chose qu'on peut aller regarder, c'est, tout à l'heure, je vous ai dit, quand les premiers atomes se sont constitués,
les premiers atomes d'hydrogène, d'hélium, etc., eh bien, ça a libéré des photons, ça a libéré la lumière finalement, qui n'interagissait plus tout le temps avec la matière. Hein. Maintenant, la lumière ne va être absorbée finalement par la matière qu'aux endroits où cette matière, ces atomes absorbent. Donc, ça donne ces raies noires, si vous voulez, dans les spectres, mais dans le reste du spectre, la matière peut s'échapper. Et du coup, donc ça a été réalisé la première fois par Gamow en 1940, qu'il a dû y avoir, lors des premiers stades d'évolution de l'univers, eh bien justement une libération du rayonnement de la lumière qui était piégée au départ au sein de l'univers. L'univers était, on dit, opaque et est devenu transparent. Donc, ça s'est passé normalement lors de cette stade de recombinaison, de formation des premiers atomes, et on peut dater ça vers 300 000, 400 000 ans après le début de l'expansion de l'univers. Mais du coup, ce rayonnement qui a été émis lors des premières phases de l'expansion de l'univers, vers ces 300 000, 400 000 ans, eh bien aujourd'hui, si on l'observe, eh bien ce rayonnement, comme l'univers a continué à s'étendre, eh bien ce rayonnement s'est refroidi. Et donc aujourd'hui, on devrait observer un rayonnement qui est partout le même dans le fond du ciel, mais qui a une température équivalente qui serait beaucoup plus basse que les milliards de degrés auxquels ça s'est formé. Et on est même capable de prédire que cette température, si on a les bons taux d'expansion de l'univers et que ça s'est effectivement étendu à cette vitesse-là de manière linéaire, eh bien, on est capable de prédire que la température que l'on devrait mesurer actuellement dans le fond du ciel devrait être de l'ordre de 3 degrés Kelvin, c'est-à-dire moins 275 K. Donc, ça correspondrait à un corps qui émet à cette température très basse, et on devrait observer partout la même chose, puisqu'on a un univers dans notre modèle qui est homogène, uniforme, eh bien, on devrait observer ce rayonnement qui a été émis partout de la même façon. Alors, pas tout à fait, on devrait aussi observer des petites granularités par-ci, par-là, puisqu'il faut quand même expliquer le fait que, eh bien, on a eu, par exemple, la matière qui, à un moment, a pu gagner sur l'antimatière. Alors, les mesures ont été faites, c'est ce rayonnement à 3 degrés Kelvin, pour un corps qui se trouverait à cette température-là, eh bien, on devrait observer un rayonnement qui se trouve dans le domaine radio, dans le domaine ce qu'on appelle des micro-ondes. C'est les mêmes que vous avez dans vos fours micro-ondes. Simplement, là, on les observe dans le fond du ciel, à une longueur d'onde qui est de l'ordre de 2 mm. Alors, c'est 1,875 mm de longueur d'onde. C'est-à-dire, ça correspond à une fréquence de 160 GHz. Donc, on a pu mesurer ça en étudiant à l'aide d'antennes radio, en regardant le fond du ciel dans toutes les directions. Eh bien, on peut observer ce rayonnement qui provient d'un corps froid qui émet à une température de 274 K. Alors, est-ce que cette température est uniforme sur tout le fond du ciel? Eh bien oui, on a pu envoyer même des télescopes dans l'espace pour mesurer ça, parce que sur Terre, en fait, il y a une partie qui est absorbée par l'atmosphère. Enfin, ça rentre on a des perturbations dues à la présence de l'atmosphère. Donc, on envoie des satellites dans l'espace pour pouvoir faire cette mesure, couvrir l'ensemble du spectre, l'ensemble du ciel, et on peut observer, donc on a pu observer ça grâce à des satellites lancés dans les années 90, et puis on continue encore maintenant. On a eu Kobe et puis VRAP. Et on a pu montrer qu'effectivement, cet univers, ou plutôt le rayonnement qui est émis, qui a été émis lors des premières phases d'évolution de l'univers, est bien uniforme, quelle que soit la direction du ciel dans laquelle on observe. Et on peut même observer des toutes petites fluctuations de cet univers.
on a un univers, vous voyez qu'il y a une température, on sait la préciser même actuellement avec au moins 3 décimales, hein, 2,728 à plus ou moins 0,02 K, et qui est très, très isotrope, c'est-à-dire les fluctuations que l'on observe sont de l'ordre du 10 millième, voire du 100 millième. Donc, des toutes petites fluctuations dans cette température. L'étude de ces fluctuations, ça va nous permettre justement d'aller étudier cet univers primordial et d'essayer de préciser notre modèle, essayer de préciser justement la densité de l'univers, la courbure qu'il a pu avoir, comment s'est passée cette expansion finalement de l'univers. OK. Ça a notamment donné lieu en 2006 au prix Nobel pour ces deux chercheurs qui ont réussi justement à montrer qu'on avait effectivement un univers qui avait, lors de ses premiers stades d'évolution, émis de manière très, très uniforme à une température du corps noir très, très précise et que les écarts à cette émission sont très faibles, de l'ordre de 10-5 K. Voilà, depuis, on a continué les observations. Les dernières ont été faites par Planck. Et en étudiant finalement les anisotropies de l'univers, c'est ces petites granularités qu'on observe. Alors attention, ici, c'est vraiment à l'aide de couleurs, en fait, on va mettre en évidence ces granularités, mais elles sont très faibles, de l'ordre de 10-5 d'un fond uniforme. Ce n'est pas facile à voir. Mais néanmoins, en étudiant ces granularités, on va pouvoir dire des choses sur justement cet univers et sa composition. Voilà, donc en conclusion, ce que je dirais, c'est que le modèle standard de la cosmologie est vérifié par les observations. On est capable de prédire, effectivement, à l'aide de nos modèles, ce que l'on observe, la composition de l'univers, son expansion, comment il a pu évoluer lors de ses premiers stades d'évolution. Mais tout ça a tenu jusqu'à il y a une vingtaine d'années. Il y a une vingtaine d'années, en fait, en regardant vers des galaxies qui sont plus éloignées, donc en allant regarder des galaxies plus lointaines, on s'est aperçu que, donc, nous, ce qu'on regarde, vous voyez, c'est les courbes ici d'expansion de l'univers, en regardant la séparation des galaxies et la manière dont elles se séparent dans le temps. On a pu observer qu'au lieu de suivre une courbe qui était la courbe verte, donc qui se rapproche de la courbe verte et bleue, mais au moins pour les premiers instants. Donc, ce qu'on peut s'attendre ensuite, c'est éventuellement que cette courbe verte, elle prenne l'allure de la courbe rouge, c'est-à-dire qu'on ait une contraction, ou au contraire de la courbe bleue, qu'on ait une expansion. Eh bien non, ce qu'on observe, c'est qu'on suit la courbe verte, mais que si on remonte dans le temps, on a une expansion très, très rapide de l'univers. Donc, on observe que si on regarde les galaxies très distantes, l'univers a dû s'étendre beaucoup plus rapidement par le passé qu'il ne s'étend aujourd'hui. Et ça, on ne peut pas le prédire par le modèle théorique. L'expansion de l'univers, dans la théorie de la relativité, ne peut que ralentir. La matière ne peut faire que ralentir cette expansion, empêcher cette expansion de se faire. On ne peut pas imaginer de la matière qui va accélérer l'expansion de l'univers. Toute la matière a tendance à s'effondrer sur elle-même quand elle est en interaction. La gravité, c'est de l'attraction, ça ne peut pas être de la répulsion. Donc, pour pouvoir résoudre ce paradoxe, les recherches sont en cours et actuellement, donc, les théories qui prédominent sont celles qu'on appelle de la présence dans l'univers d'une énergie sombre. C'est un peu penser à l'énergie sombre de Dark Vador. En tout cas, ça serait une forme d'énergie qui n'est pas celle que l'on connaît à partir de justement l'énergie de la gravitation
et de l'énergie électromagnétique, c'est-à-dire la lumière, mais ça serait une forme d'énergie différente qui aurait tendance à ce que plus cette énergie est présente, plus elle a tendance à étendre l'univers. C'est contraire à toutes nos perceptions, si vous voulez. La perception, c'est plus on a de matière, plus elle s'attire, plus elle a tendance à s'effondrer sur elle-même. Et bien là, cette matière-là, cette espèce donc matière-énergie, hein, c'est la même chose. Hein. Cette matière-là ou cette énergie-là, eh bien, elle aurait tendance à, plus il y en a, plus ça a tendance à étendre l'univers ou l'espace. Donc finalement, si on fait un bilan de ce qu'on connaît hein, de l'univers, vous vous souvenez qu'on avait parlé déjà de la présence de matière noire dans les galaxies et dans tout l'univers finalement, puisque c'était aussi présent dans les amas de galaxies. Cette matière noire, elle représentait par rapport à la matière qu'on appelle lumineuse, c'est-à-dire la matière que l'on voit à partir de la lumière, eh bien ça représentait 90%. Eh bien là, on montre qu'il y a encore une autre forme de matière, et cette autre forme de matière, elle devrait être présente, donc cette matière un peu exotique, là, cette énergie sombre, eh bien, elle serait présente avec des proportions qui seraient presque des 3/4 de l'univers. Donc l'univers serait finalement composé de 3/4 d'énergie sombre, et puis d'1/4 de matière ordinaire, on va dire, c'est-à-dire cette matière qui a tendance à s'attirer par la force gravitationnelle, mais dans cette matière ordinaire, eh bien, il y aurait près de 90% qui serait de la matière noire, c'est-à-dire de la matière qu'on n'observe pas. Je vous rappelle, hein, les recherches actuelles s'orientent vers la présence de trous noirs, par exemple. Et puis enfin, la matière ordinaire, celle qui nous compose, celle qui finalement émet de la lumière, eh bien, ne représenterait que 5% de tout l'univers. Autrement dit, notre connaissance de l'univers, vous voyez, elle est très ténue. Hein. Ce qu'on connaît de l'univers, ce n'est finalement que 5% de ce qu'il est en réalité. Et donc, vous voyez que dans ce domaine-là, il y a encore beaucoup de recherches, hein, beaucoup de choses à découvrir pour essayer d'expliquer les observations que l'on a de l'univers. Voilà, donc c'est ça qui fait avancer la science, hein, c'est de ces observations qui viennent un peu remettre en cause, enfin qui confirment par endroits nos modèles, mais qui par endroits remettent en cause certains aspects qui obligent à développer de nouveaux modèles ou apporter de nouveaux ingrédients à nos modèles. Voilà, ça termine ce que je voulais vous raconter sur la cosmologie. Alors, du coup, il ne nous reste pas beaucoup de temps pour aborder le chapitre suivant. Je vais peut-être juste vous faire une petite introduction de manière à ce que quand on commencera la semaine prochaine, on ait pris un petit peu d'avance. Monsieur, oui, juste pour être sûr, vous n'avez pas encore mis ce PowerPoint sur Eprel? non, celui-là n'est pas encore sur Eprel. Ok, d'accord. Du coup, le QCM ne porte pas dessus. Hein. Oui. Non, mais c'était pour être sûr. Non, je ne l'ai pas encore mis sur Eprel. Le suivant non plus. D'accord. Donc, du coup, je vais essayer de partager le suivant. Alors, tac. J'arrive avec mes différentes fenêtres à pousser ça pour le masquer, faire apparaître celui-là. Hop, et le mettre à l'écran. Voilà. Alors, maintenant qu'on a vu l'origine de l'univers, eh bien, le dernier chapitre va porter sur l'origine de la vie dans l'univers. C'est ce qu'on va appeler l'exobiologie. Je vais y revenir largement. Alors, comme l'origine de l'univers, hein, l'origine de la vie dans l'univers est quelque chose qui a interrogé l'homme depuis, je dirais, depuis qu'il pense, depuis qu'il y réfléchit. Et notamment, on va retrouver dans la mythologie tout un tas de mythes qui essayent d'expliquer justement cette origine, alors que ce soit l'origine de l'univers
ou l'origine ensuite de la vie et de ce que l'on peut y observer. Alors, moi, j'aime bien reprendre l'histoire de la mythologie grecque parce qu'on y retrouve en fait un certain nombre d'ingrédients de, effectivement, ce qui va composer la science qui essaye de décrire cette origine de la vie dans l'univers. Et donc, dans cette mythologie grecque, au départ, on a le chaos. Le chaos, c'est le tout, c'est le rien, c'est l'ensemble de l'univers finalement. Et de ce chaos va surgir deux éléments, le ciel, qu'on appelle Ouranos, et la terre, qui s'appelle Gaïa. Donc en fait, on sépare finalement dans la mythologie cette apparition du ciel et de la terre à partir de cette informe qui était le chaos. Donc ça, c'est un petit peu la description qu'on peut faire dans la mythologie de cette apparition de la matière finalement et de la formation de la matière dans l'univers. Et puis à partir de là, vous m'entendez toujours? J'ai l'impression que mon son... Oui, Oui. d'accord. J'ai l'impression que mon son s'était coupé, pardon. Donc à partir de là, Ouranos et Gaïa vont finalement s'accoupler pour donner naissance à un certain nombre de divinités. Ça va donner naissance à la vie en engendrant Chronos et les titans. Donc ces enfants, finalement, d'Ouranos vont rentrer en guerre contre leur père, et notamment par jalousie envers leur père. Alors, bon, il y a un peu de psychologie derrière aussi. Et finalement, Chronos, jaloux de son père, eh bien, va émasculer son père, et les organes génitaux de son père vont tomber sur la terre et tomber dans l'océan et donner naissance à Aphrodite, déesse de l'amour, qui va développer justement la sexualité et donc cette vie sexuée qui finalement va donner notre forme de vie telle que l'on la connaît, la forme de vie la plus évoluée sur Terre, avec un cerveau qui pense. Voilà. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas aller plus loin pour aujourd'hui, c'était juste pour vous faire une petite mise en bouche. Mais on verra que donc finalement ces théories d'apparition de la vie sur Terre se sont développées comme ça au cours du temps, et ça va être tout l'objet du chapitre suivant d'essayer de regarder qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de l'apparition de la vie sur Terre. Est-ce que la vie est apparue ailleurs? Est-ce qu'elle peut apparaître ailleurs? Comment cette vie évolue? Et est-ce qu'on peut éventuellement même la trouver ailleurs? Donc, ça va être aussi l'objet d'aller chercher la vie ailleurs. Comment est-ce qu'on pourrait la mettre en évidence? Et peut-être, vous le savez, depuis maintenant une vingtaine d'années, même 25 ans, on commence à observer d'autres planètes autour d'autres étoiles. Et donc, on se pose la question de savoir, est-ce qu'il y a de la vie sur ces autres planètes? Est-ce qu'on pourrait détecter cette vie sur ces autres planètes? Donc, ce sera la conclusion de ce cours sur ces planètes qu'on appelle les planètes extrasolaires. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut espérer en dire dans un proche avenir? Voilà. Donc, ça arrête le cours pour aujourd'hui. Et du coup, on va passer, je vais passer sur Eprel. Vous aussi, vous allez pouvoir aller sur Eprel. Je vais garder le lien Zoom allumé pour toutes les questions que vous pourriez vous poser s'il y a des problèmes. Et donc, je vais vous afficher maintenant le QCM. Tac. Alors, j'espère que ça marche. Ah, il n'a pas l'air de répondre. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, oui. Si. OK.
Ouais, c'est ma connexion qui est un petit peu instable. Alors, j'espère que je ne vais pas avoir des problèmes de connexion, sinon ça va être compliqué. OK. Alors, je vais vérifier, mais normalement, voilà. Donc, normalement, le QCM est visible. Vous avez donc, à partir du moment où vous le lancez, 20 minutes pour le compléter. Et je reste là. Une seule réponse, oui, une seule bonne réponse par question, hein. Excusez-moi, Oui, il y a combien de questions, s'il vous plaît? il y a 20 questions. Très bien, merci. Voilà. Monsieur, Oui, est-ce qu'il y a des points négatifs? non. D'accord, merci.